Bonjour à tous et à toutes. Le texte suivant a été rédigé pour servir de support à une communication présentée à l'Université d'été d'Utopia sur le thème des raisons du déclin mondial des idéaux démocratiques et humanistes et des remèdes possibles à y apporter. La majorité des électeurs ne votent pas pour des forces progressistes, mais portent au pouvoir soit des champions déclarés du néolibéralisme, soit des représentants d'une forme ou une autre de droite extrême qui amplifie encore plus les ravages du capitalisme rentier et spéculatif. Revenons maintenant à notre point de départ, les raisons de la montée en puissance de la droite extrême un peu partout dans le monde. En notant, pour commencer, un premier paradoxe parfaitement mis en lumière par Michael Walzer dans The Paradox of Liberation. Celui-ci observe que les guerres de libération se sont menées au XXe siècle au nom de valeurs laïques et radicalement démocratiques, mais qu'elles ont débouché au bout du compte sur la restauration, voire l'exacerbation des pouvoirs religieux. Il le montre sur les cas de l'Algérie, de l'Inde et d'Israël, mais on pourrait le faire voir sur bien d'autres exemples, l'Égypte, l'Irak ou l'Indonésie, etc. À chaque fois, les peuples résistent à une vague modernisatrice trop rapide et ambitieuse qui déclenche le ressentiment des gens ordinaires contre les élites modernisatrices, avec leurs idées venues de l'étranger, leurs attitudes méprisantes et leurs grands projets. Ce ressentiment s'explique en partie comme une réaction en miroir à la fois à l'approfondissement et à la radicalisation de la révolution démocratique en cours qui balaie les valeurs établies et donc les identités qui étaient érigées à partir d'elles. Un peu à la manière dont le nazisme s'est construit en réaction au communisme, à la fois pour lutter contre lui, mais en lui empruntant certains traits. Autant pour la dimension sociétale du processus. Mais ici, il faut faire intervenir à nouveau l'économie. Le totalitarisme à l'envers, le parcellitarisme si l'on préfère génère un sentiment de panique identitaire généralisé. Mais ce dernier est également causé et amplifié par la panique économique qui touche à peu près toutes les catégories de population désormais, tant dans les classes populaires que moyennes qui voient leur niveau de vie se dégrader année après année. Dans cette chute en cascade, chacun s'accroche à ce qu'il peut et réaffirme son statut en dénonçant les couches inférieures vues comme autant de boucs émissaires, les pauvres, les très pauvres, les chômeurs, les assistés, les migrants, les races ou les religions non autochtones, etc. Le second paradoxe, c'est que la lutte contre l'explosion des inégalités économiques devrait profiter à la gauche dont c'est en quelque sorte le cœur de métier. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Non seulement elle n'a pas su lutter contre l'hégémonie du néolibéralisme, mais elle a contribué à son triomphe. Impuissante à s'opposer au règne du capitalisme rentier et spéculatif, quand elle ne s'est pas laissée acheter par lui, elle a surenchéri sur les luttes sociétales en les décrédibilisant du même coup puisqu'elles sont apparues à la fois comme le symbole et comme la contrepartie de l'abandon de la lutte contre la montée des inégalités. Mais la seconde dimension du paradoxe, c'est que pour lutter contre les inégalités et la dégradation des conditions de vie induites par le capitalisme rentier et spéculatif, les peuples votent de plus en plus pour des personnages qui en sont au contraire l'incarnation et comme la caricature. Des personnages qui savent gagner de l'argent et qui se moquent ouvertement de la morale. Des personnages qui font voler en éclats, justement, toutes les censures morales pour laisser court, dirait Freud, au déchaînement des processus primaires, à la libération des pulsions les plus basiques. Des personnages qui incarnent l'aspiration à la décivilisation, dirait Edgar Morin. Berlusconi hier, Duterte, Trump ou Bolsonaro aujourd'hui. Ces nouveaux leaders ne se présentent en rien comme les détenteurs d'un grand savoir, à la différence de Staline, Hitler ou Mao. Ni du petit savoir des experts comme un Mario Draghi. Ils instaurent ce que Christian Salmon a très justement appelé, à la suite de Michel Foucault, une tyrannie des bouffons.
À leur manière, ils réagissent au désencastrement des marchés qui, selon Polanyi, avait donné naissance au totalitarisme classique, mais ils ne proposent pas un réencastrement dans les régulations étatiques, ce que Polanyi avait caractérisé comme un contre-mouvement. Bien au contraire, en jouant sur l'idée de l'égalité des chances pour un peuple débarrassé de ses parasites, il vise à accentuer la libération du marché, au mépris de toutes les règles, mais en proposant un réencastrement imaginaire dans des valeurs traditionnelles plus ou moins fantasmées. Grosso modo, travail, famille, patrie. Il réalise ainsi l'alliance paradoxale mais qu'on voyait déjà chez les penseurs du néolibéralisme, Hayek par exemple, entre un néolibéralisme qui est par principe cosmopolite et un nationalisme qui rappelle les meilleures heures du fascisme. Une réaction néolibérale, en somme, au néolibéralisme. Mais parler de nationalisme soulève immédiatement la question des rapports à la mondialisation en cours, la question géostratégique. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.